Donc bonjour, on débute notre quatrième séance. Donc dans cette quatrième séance, on va voir, c'est-à-dire on va aborder la suite de la troisième séance. Toujours dans la théorie, dans les théories de la croissance, on s'est arrêté au niveau de la croissance considérée sur le fil du rasoir, c'est-à-dire la théorie développée par le modèle de Harold et d'Omar. On avait abordé en premier lieu le modèle d'Omar. Maintenant, on est dans le modèle de Harold. Sur le modèle de Harold, on avait vu, c'est-à-dire c'est-à-dire Harold, il a considéré comme d'Omar l'impossibilité du déséquilibre en proposant, c'est-à-dire trois taux de croissance, c'est-à-dire en introduisant des outils d'analyse c'est-à-dire plus approfondis pour démontrer le problème de l'instabilité de la croissance. Dans ce cadre, on avait vu dans la première, c'est-à-dire dans la séance, la troisième séance, on avait vu la situation où le taux de croissance G, qu'on appelle le taux de croissance effectif, lorsqu'il était supérieur au taux de croissance garanti, on a considéré qu'on est dans une situation de déséquilibre inflationniste. Maintenant, la deuxième situation qui peut se présenter, c'est la situation où le taux de croissance garanti est supérieur au taux de croissance effectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les attentes des entrepreneurs, c'est-à-dire les anticipations des entrepreneurs, dépassent en fait les débouchés ou bien ce qu'on appelle les réalisations. C'est dans ce cadre, on considère que l'investissement insuffisant est insuffisant, c'est-à-dire que l'investissement réalisé, ou d'une autre manière l'investissement ex post, ici dans GW on considère l'investissement ex ante, donc puisque l'investissement ex ante est supérieur à l'investissement réalisé, c'est-à-dire l'investissement ex post, donc l'investissement il est insuffisant. Le revenu engendré par effet multiplicateur n'augmente pas suffisamment, puisque les débouchés sont insuffisants. Et paradoxalement, on assiste à une surcapacité de production, donc avec insuffisance de la demande. Dans cette situation, on se trouve c'est-à-dire dans l'état de la déflation, dans une situation déflationniste, c'est-à-dire la demande ne suit pas la capacité d'offre. L'écart initial entre le taux de croissance garanti et l'effectif, et le taux de croissance effectif, ne disparaît pas. C'est-à-dire qu'il va continuer à s'agrandir. Et en plus de ça, il n'y a pas un mécanisme correcteur, notamment, pourquoi? Parce qu'on constate, c'est-à-dire on considère qu'en fait le taux d'épargne augmente dans le temps avec le revenu. Donc cette situation correspond à la stagnation ou bien à une situation déflationniste. Le troisième taux qui a été introduit par Harold, c'est le taux de croissance naturelle. Ce taux de croissance naturelle, il se mesure sur le long terme. Donc, c'est-à-dire dans ce cadre, on introduit ce qu'on appelle l'évolution démographique dans le long terme. Donc la question c'est de savoir si les conditions de l'équilibre à court terme est compatible avec la croissance démographique qui détermine celle de l'offre. Donc, Harold suppose que la condition d'équilibre de court terme est réalisée, ce qui veut dire que le taux de croissance effectif est égal au taux de croissance garanti. Ça, c'est dans une situation de court terme. Le problème, donc, c'est de savoir si cette condition est compatible avec le plein emploi. De ce fait, on va se situer sur le long terme. Donc, on va considérer petit n, introduit par Harold, c'est le taux auquel l'économie doit croître pour éviter le chômage. Ce taux s'inscrit dans le long terme, comme on a dit. Donc, la condition d'équilibre de long terme suppose donc l'équilibre à court terme équivalent à l'équilibre à long terme, c'est-à-dire à petit n. Donc, pour qu'il y ait croissance équilibrée de plein emploi, il faut que la croissance effective
soit égale à la croissance garantie ou bien la croissance souhaitée par les entrepreneurs. Et il faut aussi que cette croissance effective permet un plein emploi, c'est-à-dire l'emploi de toute la population. C'est-à-dire qu'il faut que G soit égal à petit n. Et donc la condition d'équilibre de plein emploi, c'est cette relation-là. Or, il n'existe aucune raison, donc Harold il va dire qu'en fait, il n'existe, c'est-à-dire il n'y a pas de raison que le coefficient technique, petit v, coefficient marginal de capital, soit égal à un coefficient de comportement, petit bêta. Et aussi, la croissance effective soit égale à la croissance naturelle. Donc, pour Harold, la règle, c'est le déséquilibre. Donc, il va présenter ici les différentes situations de déséquilibre. Donc, il va considérer la première situation lorsque G est supérieur à GW, c'est-à-dire ici l'investissement réalisé est supérieur aux anticipations des entrepreneurs. On est ici dans une situation de croissance ou bien de reprise économique. Cette situation caractérise la reprise économique. Les investissements sont stimulés par le jeu de l'accélérateur, donc ce qui entraîne sous l'effet du multiplicateur une nouvelle croissance de la demande, donc une croissance auto-entretenue. Deuxième situation qui peut se présenter, c'est lorsque c'est-à-dire les anticipations des entrepreneurs sont supérieures au débouché. Dans cette situation, on va assister à, comme on a dit, un déséquilibre déflationniste. Donc, ce déséquilibre déflationniste, il va s'agrandir avec le temps. Les débouchés, donc, ils sont moins importants que ceux qui sont nécessaires à la réalisation des projets des investisseurs, puisqu'on considère ici c'est-à-dire les anticipations des investisseurs, elles sont supérieures aux débouchés. Donc, de ce fait, on va assister à ce qu'on appelle à une diminution de la demande. L'écart initial entre G et GW va se creuser et la dépréciation, elle va s'aggraver. Dans le long terme, donc on va introduire le taux de croissance naturel, petit n. Et on considère ici que les anticipations des entrepreneurs, elles sont supérieures à la capacité de l'économie. On considère que petit n, c'est le taux de croissance naturel de long terme. Donc, les entrepreneurs ne pourront jamais ici, dans cette situation, réaliser leur projet d'investissement. La dépréciation est profonde et durable, puisqu'on a petit g est inférieur à GW. Pour Harold, la solution passe par l'intervention de l'État. Dans cette situation, c'est-à-dire pour remédier ou bien pour revenir à une situation de croissance, il faut l'intervention de l'État, selon Harold, et l'État doit prendre en charge des activités pour lesquelles les entrepreneurs, c'est-à-dire, ne sont pas motivés du fait que leur profit est faible. Donc, c'est la condition qui permet donc c'est-à-dire de corriger cette situation de déséquilibre, c'est l'intervention de l'État. Deuxième situation de long terme qui peut se présenter, c'est lorsqu'on a, c'est-à-dire une situation de croissance où le taux de croissance effectif est supérieur au taux de croissance garanti, mais sans pouvoir assurer le plein emploi, c'est-à-dire on aura une croissance avec chômage. Donc, généralement, Harold il a présenté c'est-à-dire les situations de déséquilibre en distinguant les dynamiques de déséquilibre à court terme et les dynamiques de déséquilibre à long terme. Donc, on a ici un exemple d'instabilité haroldienne. Si on considère qu'on a les données suivantes, c'est-à-dire le coefficient marginal du capital est égal à 2 et le taux d'épargne petit s est égal à 10%, ce qui veut dire que le taux de croissance, c'est-à-dire petit s sur le taux de croissance qui assure ce qu'on appelle l'équilibre, qui assure l'équilibre, c'est petit s sur petit v, elle va être égale à combien? À 5%. Donc, on considère ici le sentier de croissance équilibré est 5%. G est égal à 5%. Donc, ce qui veut dire quoi sa signification? Ça veut dire que sur ce sentier, c'est-à-dire sur ce chemin-là, sur ce sentier, l'investissement, la consommation, l'investissement net, la demande,
c'est-à-dire la consommation, la production, l'offre, et la variation du stock du capital croissent au taux de 5%. Donc ça, c'est la signification de ce qu'on considère comme un sentier de croissance, c'est-à-dire les agrégats macroéconomiques, ils croissent avec un taux de 5%. C'est-à-dire si la demande et la consommation et la variation du stock du capital, c'est-à-dire d'une autre manière l'investissement augmente à 5%, c'est-à-dire qu'on considère ici que l'économie est sur le sentier de croissance, ou bien qu'on a une croissance équilibrée. Donc, on considère ici, voilà l'exemple, si les entreprises font leurs décisions d'investissement sur une croissance anticipée, donc c'est-à-dire pour pouvoir assurer ce qu'on appelle une croissance équilibrée, il faut qu'on aura le taux de croissance garanti qui est équivalent au taux de croissance effective. On considère ici par exemple que les entreprises, leurs anticipations de croissance est de 5%, c'est-à-dire GW est égal à 5%. Donc on aura, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc la croissance anticipée c'est 5%. Donc l'investissement net, on va le développer, c'est-à-dire on va le calculer sera 10%. Et on va déterminer de ce fait l'augmentation de la capacité de production, c'est-à-dire l'investissement net sur 2, ça sera 5%. Et la croissance de la demande aussi, la variation de l'investissement sur le taux d'épargne. La variation de l'investissement, on va la déterminer sur la base du taux de croissance de l'investissement, c'est-à-dire delta I sur I est égal à 5%. Est égal à 5%, et on détermine, on calcule delta I. Delta I, ça sera, c'est-à-dire lorsqu'on extrapole, on va trouver delta I est égal à 0,5 sur 10. Et on va trouver que la variation de la quantité demandée est de 5%. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a ici une égalité entre la variation de l'offre, entre la croissance de l'offre et la croissance de la demande, ce qui correspond donc à une situation d'équilibre. Ça, c'est une situation généralement qui est considérée comme exceptionnelle. Donc, la raison de l'instabilité, l'effet multiplicateur de l'investissement est disproportionné avec son effet sur la croissance de la capacité de l'offre, l'accélérateur. Donc, l'instabilité pour Harrod, c'est lorsqu'on a, c'est-à-dire la disproportionnalité entre l'effet multiplicateur et l'effet d'accélérateur. À condition, lorsqu'on a cette égalité, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une croissance équilibrée, à l'exception. C'est-à-dire c'est une exception lorsqu'on aura le taux de croissance garanti égal au taux de croissance effective qui est égal à 5%. Donc, par ailleurs, le paradoxe du modèle de Harold et de Mard se caractérise lorsqu'on adopte une autre interprétation, qui est la relation positive entre le taux de croissance et le taux d'épargne. Le taux de croissance et le taux d'épargne. Donc, une relation implique que si on veut augmenter le taux de croissance, il faut augmenter l'épargne. Donc, c'est une relation qui est normale, qui est naturelle. Lorsqu'on augmente le taux c'est-à-dire le taux de croissance, le taux d'épargne, il augmente. Il y a une relation positive. Mais le problème, lorsque le taux d'épargne augmente, c'est-à-dire que l'augmentation du revenu ne va pas, c'est-à-dire le revenu ne va pas se traduire automatiquement par une augmentation de la demande. C'est-à-dire une partie du revenu va être réservée à l'épargne. Donc l'interprétation retenue dans les modèles et politiques de développement, notamment en ce qui concerne les pays en voie de développement. Donc, on considère que le modèle de Harold est très proche de celui de Domar. Ces conclusions montrent que la croissance équilibrée est normalement impossible, du fait qu'on avait expliqué ça, le coefficient technique est différent du coefficient de comportement. Et aussi la croissance de plein emploi, elle est aussi impossible du fait que le coefficient, c'est-à-dire la croissance effective, elle est différente de la croissance naturelle. Dans ce modèle, l'économie demeure en équilibre. Dans ce modèle, l'économie demeure en équilibre et assure le plein emploi de la population active et l'exploitation totale des réserves de capital dans le seul cas très particulier où le travail, le capital, la production progressent tous au taux effectif, au taux G. Donc, qu'on avait vu, c'est l'exception. Les pouvoirs publics peuvent bien entendu aménager le système en prenant en charge des activités moins rentables. C'est là où Harold il intervient, c'est-à-dire il propose que la nécessité de la régularisation par l'État, la nécessité de la régularité de l'intervention de l'État. Mais la tendance fondamentale s'imposera
c'est-à-dire que la croissance équilibrée est impossible pour des économies avec initiative privée, et le chômage est une caractéristique permanente de ces économies. Donc, les deux modèles ont donc une conclusion principale identique puisqu'ils montrent à partir d'hypothèses différentes que la croissance équilibrée est l'exception, c'est-à-dire d'une autre manière, c'est l'impossible. Le déséquilibre étant la règle car les conditions de régularité de la croissance ont peu de chances d'être réalisées. Euh, les hypothèses rigides, donc l'interprétation à ce modèle, donc lorsqu'on essaie de voir les hypothèses du modèle, et on essaie c'est-à-dire d'évaluer ou bien d'estimer la valeur, c'est-à-dire de schématisation du modèle, on revient toujours aux hypothèses qu'on discute. Donc, les hypothèses, le coefficient du capital, c'est-à-dire K sur Y, ou l'intensité capitalistique, ces deux hypothèses-là, dans le modèle de Harold et Domar, elles sont considérées comme constantes. Raisonnablement, juste en courte période, c'est-à-dire on peut les admettre en courte période. Mais en longue période, ces deux, c'est-à-dire ces deux coefficients, ces deux hypothèses ne se vérifient plus en raison de l'évolution et du développement de l'économie. Chacun de ces coefficients varie suivant les pays au fil du temps. Par exemple, le coefficient marginal du capital, le petit v, ce qu'on appelle aussi l'incremental capital output ratio, ICOR, calculé fréquemment par les économistes pour déterminer l'impact du capital supplémentaire sur la production. Dans le temps, la productivité du capital peut évoluer en réaction à des évolutions de la politique économique. C'est-à-dire, on peut assister dans le temps à une variation, c'est-à-dire à une évolution du coefficient du capital. De plus, l'intensité capitalistique du processus de production ne reste pas toujours constante, c'est-à-dire elle peut progresser, c'est-à-dire on peut assister à l'introduction de progrès techniques et des équipements. Donc, ce qui fait l'intensité capitalistique connaît aussi une évolution. Par exemple, on a ici un exemple qui va montrer ça. Un pays, au départ, dépendant fortement d'une production agricole, faisant appel à une importante main-d'œuvre, enregistrera un coefficient marginal de capital, petit v, faible, puisque, c'est-à-dire, la production c'est-à-dire l'output, il va dépendre beaucoup plus du facteur travail que du facteur capital. Dans ce cas, on a le coefficient marginal du capital, il est faible. Mais cette économie-là va connaître une croissance du revenu individuel qui s'accompagne d'une diminution de l'excédent de l'actif. C'est-à-dire, on va assister à une diminution de la part de l'agriculture et des terres dans la production, et d'une évolution progressive de ces économies vers une production à plus grande intensité de capital. C'est-à-dire, on va faire beaucoup plus appel au capital, donc dans la production. Il en résulte de ce fait une augmentation de petit v. On a ici l'exemple de la Malaisie. Elle a connu une évolution de son coefficient marginal du capital, passant de 1,6 entre 1965 à 1980 à 2,7 en 2000. Ce qui veut dire que l'économie elle a connu ce qu'on appelle une industrialisation avec le temps, en passant d'une économie agricole vers une économie industrielle. C'est-à-dire on va faire appel beaucoup plus aux investissements, au capital dans la production. La Malaisie s'engagera progressivement dans des processus de production à forte intensité capitalistique, à forte intensité de capital. Dans cet exemple, on constate que la structure de l'économie et parallèlement l'ICOR avait notablement changé pendant la période. Du fait donc de la rigidité du modèle de Harold Domart, qui s'éloigne de la réalité, c'est-à-dire il ne va pas s'expliquer en fait la réalité, sur la longue période, compte tenu de l'évolution de l'ICOR et en même temps de l'intensité capitalistique. Donc, on va par la suite, les Keynésiens redoutent donc un excès d'épargne et la stagnation du fait de la raréfaction des opportunités d'investir. C'est-à-dire que c'est-à-dire les Keynésiens, ils ont prévu que en fait, avec le temps, l'économie peut être confrontée à une situation c'est-à-dire que les capitalistes ou bien les entrepreneurs ne vont plus investir, puisque dans la mesure où le profit ou bien le rendement du capital est insuffisant. Donc, on va assister à un excès d'épargne dans cette situation.
Donc, ça, c'est-à-dire des inquiétudes qui ont été exprimées au départ par les Keynésiens face à des situations de sous-emploi. Donc, le principe, la fonction de consommation ou la propension moyenne à consommer est décroissante avec le revenu. C'est-à-dire, ici, on va assister à ce que donc, le principe, la fonction de consommation ou propension moyenne à consommer est décroissante avec le revenu. C'est-à-dire, lorsque le revenu augmente, la propension à consommer, elle diminue. Il y a une relation négative. Et donc, la propension moyenne à épargner est croissante avec le revenu. C'est-à-dire, on assiste en parallèle à ce que la propension à épargner qui va augmenter avec le revenu. Donc, une augmentation de l'investissement augmente le revenu. Et de ce fait, la propension moyenne à épargner va augmenter en parallèle. Donc, la consommation, elle va s'accroître, mais moins que proportionnellement à la croissance du revenu. Du côté de l'offre, les capacités de production augmentent dans les mêmes proportions, c'est-à-dire dans les mêmes proportions que l'augmentation du revenu. Donc, avec un coefficient de capital, bien entendu, inchangé. Dans ce cas, d'où problème de débouché, c'est-à-dire on a ici la capacité d'offre, il va augmenter, c'est-à-dire proportionnellement à l'augmentation du revenu, mais c'est-à-dire la consommation, elle va augmenter moins proportionnellement que l'augmentation du revenu. Donc on va être confronté à un problème de débouché. Donc il croisse moins vite que la capacité de production, c'est-à-dire l'offre excède structurellement la demande. Donc, paradoxe de politique économique, donc le paradoxe de politique économique, c'est-à-dire la différence entre le court terme et le long terme. L'investissement permet de réduire le chômage, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mécanisme de multiplicateur d'investissement, mais génère des troubles pour le futur, c'est-à-dire accroissement de la capacité de production. C'est-à-dire, dans le futur, on va assister à une augmentation de la capacité de production, et par conséquent, on va être confronté dans le futur à la baisse de la demande, c'est-à-dire à la baisse des débouchés. Mais dans le court terme, c'est-à-dire le problème qui était visé, c'était le chômage. On investit pour réduire, c'est-à-dire pour augmenter l'emploi, mais à long terme, on va être confronté au problème de débouchés. Donc, je vous remercie à ce niveau. On s'arrête là.